Merci à Marcel Yedo pour cet instant de une courte pause qui me permettait de recevoir mes invités sur ce plateau. Il s'agit de Roland Laurent Toneikes et de Marc Goudjanou. Nous allons démarrer avec vous l'analyse, la deuxième rubrique de cette émission. Eh bien, Marc, bonjour. Bonjour, Roland, Carole. bonjour. Bonjour Carole, bonjour Marc Goudjanou, bonjour à mes téléspectateurs et internautes. Première information à débattre sur ce plateau, audit du fichier électoral, la renaissance nationale de Claudine Afiavi Prudencio exige le respect des textes et des lois. Marc Goudjanou. Bon, je pense qu'elle elle rentre dans la même dynamique que l'Union progressiste, le renouveau, puisque on a compris qu'après l'audience entre le cadre de concertation et l'Union progressiste Le Renouveau, ça faisait partie des griefs qu'ont souligné les membres de l'UPR en ce qui concerne l'audit du fichier électoral, parce qu'il s'agissait d'une certaine disposition qui prévoyait dans le code électoral des délais avant que l'on ne puisse penser quand même à corriger ou à modifier le fichier électoral. Et donc, je pense que Madame Afiavi Prudencio rentre dans la même dynamique que ses alliés de l'UPR qui, dans cette démarche, exigent le respect des textes et des lois. Bien sûr que le sujet a déjà évolué à un niveau donné, puisqu'on a eu dans la semaine la réaction du porte-parole du gouvernement par rapport à ce sujet-là. Et donc, est-ce qu'on va toujours continuer à s'attarder sur le fait que les dispositions que prévoit le code électoral dispose en ce qu'il fallait respecter un certain nombre de délais avant de pouvoir quand même commencer par faire une relecture un audit du fichier électoral ou une relecture du fichier électoral. Et donc, dans ce contexte, tous les partis politiques qui sont des acteurs clés de la vie politique du Bénin ont vraiment matière à vouloir se prononcer sur ce genre de questions pour pouvoir quand même manifester en tout cas leur survie ou leur vie dans l'actualité politique. Et donc, c'est dans ce même cadre que forcément elle est sortie pour pouvoir dire qu'il faut respecter les textes. Sûrement que dans les jours à venir, compte tenu également de la position du gouvernement par rapport au sujet, les uns et les autres vont pouvoir quand même ramener la balle à terre pour pouvoir quand même comprendre le bien fondé quand même de la démarche de ce cadre de concertation de l'opposition, qui est une démarche qui va améliorer beaucoup de choses en ce qui concerne toutes les irrégularités qui sont, en tout cas, qui ont été constatées dans tout ce processus, pas seulement par le passé, mais actuellement également, puisqu'il y a beaucoup d'autres réalités aujourd'hui qui concernent l'actualisation des données au niveau de l'ANIP qui posent problème et qu'il faille quand même forcément faire un audit de ce fichier. Oui, j'ai lu la réaction du Parti Renaissance Nationale. Je me posais la question. C'est vrai que le Parti Renaissance Nationale se réclame de la mouvance présidentielle, mais pour autant, faut-il toujours s'aligner derrière les autres avec les mêmes positions? Je me pose la question. Pourquoi? Parce que quand on le dit, je crois qu'on l'a soulevé la dernière fois, quand M. Soudine était là pour le droit de réponse, clairement, j'estime véritablement que, oui, il fallait nécessairement que les gens comprennent qu'il y a des problèmes à régler. Est-ce qu'en 180 jours, on peut régler véritablement les problèmes qui se posent? Je voudrais rappeler à toutes les formations politiques que la liste électorale, la question de liste électorale, c'est une question qui, normalement, est apolitique, en fait. Ça n'a pas de coloration politique. Et chaque parti devrait pouvoir travailler à défendre cet idéal-là. Faire en sorte que nous ayons une liste électorale irréprochable. Pourquoi? Parce que la même liste, on ira aux élections avec ça. Mais ceux qui ont une certaine avance par rapport à cette liste-là vont continuer à vous primer. Et je ne veux pas rappeler le parcours du parti RN qui, autrefois, était UDBN, ce que ce parti a connu comme déboire avec les deux grandes formations qui se réclament, en tout cas les deux formations qui se réclament, grand parti de la mouvance présidentielle, les déboires que ce parti a connus. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de liste électorale, il va falloir qu'à un moment donné, oui, question de tests, oui, d'accord, mais il y a des tests que les gens même ont voté à l'Assemblée nationale, mais qui sont incapables de respecter. Ne nous amenez pas à citer des lois que les mêmes personnes ont votées. Et puis d'ailleurs, même ceux qui parlent de délai quand même, écoutez qu'on se dise la vérité. En plein processus électoral en 2020,
Les gens ont été capables de retourner à l'Assemblée nationale pour faire la loi interprétative, pour nommer des maires. Bon, donc c'est quand ça les arrange qu'il faut le faire? Non. Il faut alors chercher à savoir quand ça arrange le peuple, quand ça arrange tout le monde, il faut travailler à améliorer. J'estime que oui, le parti RN se réclame de la mouvance présidentielle, veut s'aligner peut-être sur la même ligne que le parti UP Le Renouveau. Je pourrais même dire, Roland, que c'est la suite logique de toutes ces rencontres qu'on a eu à observer. Oui. D'abord, l'UPR a rencontré Moël Bénin et Moël Bénin a eu une position assez claire, qui n'est pas la même que les autres formations politiques. J'estime que le parti Renaissance nationale, bien qu'il soit de la mouvance présidentielle, il doit pouvoir s'arranger pour dire s'il y a possibilité de le faire, faisons-le maintenant. Plutôt que d'attendre 180 jours où rien n'est sûr que tout sera réglé et tout sera corrigé. J'estime que aussi que cette liste-là, si vous ne l'arrangez pas, vous n'êtes pas d'accord, qu'on essaie d'actualiser cette liste-là pour enlever tout ce qui nous dénonçons comme irrégularité, c'est que ça va vous frapper après tout vous qui... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi faire pour avoir des élus pour les prochaines élections qui comptent. Au-delà de ce que RN, UP Le Renouveau, BR, Moël Bénin peuvent s'entendre pour aller choisir un candidat pour la présidentielle, il se fait que ces formations doivent aller aux élections séparément, les élections législatives et communales séparément. Et dès lors que vous avez une liste qui, vous, parce que vous êtes les plus faibles de la mouvance présidentielle et que les autres se réclament toujours comme les plus forts, et vous ne vous calculez pas ou parfois, on a vu l'expérience malheureuse du parti RN avec le BR, on a vu comment ça a fini. Donc, on a vu aussi comment deux formations politiques ont été obligées de se fondre dans le pays Le Renouveau. Donc, quand on regarde tout ce parcours, je crois qu'à un moment donné, il faut plus faire plaisir, vouloir faire plaisir à la mouvance pour dire, bon, nous soutenons le chef de l'État. Non, le gouvernement a été quand même, fort heureusement, le porte-parole du gouvernement a dit oui, que le gouvernement va accompagner. C'est vrai que plus sur la question des opposants, eux, ils auront aussi pour leur compte à bientôt. Parce que dans ce contexte où vous demandez une relecture, en tout cas une actualisation du fichier électoral, et que vous savez très bien que difficilement les gens soutiennent, les gens vous désavouent, vous demandez autant de millions, alors qu'en réalité, moi je veux bien voir les détails, justement, les détails des millions, combien ils veulent émarger chacun d'eux comme commission ou bien per diem ou bien émolument. Je veux bien voir d'abord avant d'opiner. Mais j'estime véritablement que c'est une question assez sensible qui engage tous les Béninois, qui engage toutes les formations politiques. Il n'y a plus matière à vouloir faire l'effort de se taire et de s'aligner. Non, il y a maintenant nécessité de dire oui, monsieur le président de la République, nous vous soutenons, mais notre problème, nous pensons que nous irons aux élections. Et donc, si la liste là, il y a des irrégularités par rapport à cette liste, nous souhaitons que nous puissions travailler à actualiser cette liste-là pour que tout le monde ait chance égale. Ceux qui se réclament grand partie de la mouvance présidentielle à l'aide de la réforme du système partisan, vous pensez qu'au fond, si véritablement on enlève les stratégies politiques qui ont été mises en place de 2019 à aujourd'hui, vous pensez véritablement qu'ils pouvaient être première formation politique? Je ne crois pas. C'est parce qu'il y a des stratégies. D'abord, l'affaire du premier parti à l'aide des réformes, ça a commencé quand? En 2019, avec cette élection où beaucoup ont été exclus, où ils étaient seulement deux à aider aux élections. Et à partir de ce moment où ils ont des élus, ils ont réussi à prendre, en tout cas, à avoir leur marque dans certaines localités. Et puis ça a commencé, parce que c'est comme ça que ça se passe quand quelqu'un est au pouvoir, il y a des gens qui le soutiennent. J'estime que, respectant la décision ou la position du parti RN, moi je leur demande d'écouter au-delà de tout. Dès lors que les choses vont évoluer, il vaut mieux accompagner cette initiative-là parce que cela vous sera assez profitable pour les prochaines élections, pour espérer que des gens vont voter véritablement pour vos listes-là et que les autres formations politiques n'auront pas des morts qui vont voter pour eux, n'auront pas des gens qui ont déjà quitté le Bénin qui vont voter pour eux, n'auront pas des mineurs qui vont voter pour eux. C'est très important. Voilà, Marc, comment expliquer cette confusion? C'est vrai que le porte-parole du gouvernement dit que ce n'en est pas une au cours de ses explications à la suite du Conseil des ministres du mercredi dernier. Mais comment expliquer aujourd'hui le fait que le gouvernement soutient l'audit du fichier électoral pendant que les partis qui sont de la mouvance présidentielle disent non? Bon, il faut remarquer déjà que dans la démarche du porte-parole du gouvernement, c'est qu'il faut déjà remarquer une démarcation entre le pouvoir d'État et également entre les partis politiques appartenant à la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est réaliste? Parce que, bon, c'est réaliste dans une mesure. C'est réaliste dans une mesure où, par exemple, nous avons
les pouvoirs qui sont séparés, normalement. Tout à fait. Et donc, la plupart de ces partis qui se relèvent de la mouvance présidentielle sont en quelque sorte représentatifs au niveau du Parlement qui représente le pouvoir législatif. Et donc, le gouvernement, dans son rôle exécutif, voit en réalité à des discussions normales avec les partis, d'accord? Et donc, comme du point de vue politique, étant donné que le cadre de concertation a émis des doutes, a émis des réserves et veut un audit du fichier, ils ont soulevé le problème auprès du chef de l'État qui, après, a donné mention à son ministre de la Justice pour pouvoir essayer de discuter du problème avec eux. En réalité, la tournée qui a été organisée par le cadre de concertation rentre dans la dynamique où ils ne sont pas les seuls acteurs de la vie politique du Bénin. Et donc, pour ça, il faudrait quand même qu'ils puissent dialoguer, discuter avec les autres partis de la classe politique pour leur dire, pour leur expliquer en réalité la nécessité de pouvoir faire cet audit-là. Et donc, c'est dans cette même démarche qu'ils ont pu rencontrer l'UPR, le BR également. Ils ont même rencontré la société civile dans ce même cadre également. Et donc, ils sont dans une démarche de concertation, d'accord, autour de la question. Et donc, le gouvernement, dans son rôle également, dit nous sommes prêts à vous accompagner, tel que déjà le chef de l'État l'a déjà mentionné par le passé, en disant s'il faut des moyens, s'il faut des ressources, je les mettrai à disposition. Parce qu'en réalité, le fichier électoral ne concerne pas seulement les grands partis de la mouvance présidentielle, ni seulement également les opposants, mais ça concerne toute la classe politique pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et donc, pour ça, c'est une question qui est tellement primordiale et qu'il faille quand même s'y intéresser. Et donc, à un moment donné, si les grands partis de la mouvance présidentielle essaient quand même déjà de manifester leur opposition quant à l'audit de ce fichier, parce qu'estimant que cela n'a pas été suscité dans le délai qu'il faut et tout, ils sont dans leur démarche. Mais dans la démarche du gouvernement, bien que ces partis fassent partie de la mouvance présidentielle, le gouvernement a déjà fait sa démarcation et à travers cette sortie du porte-parole du gouvernement, on comprend aisément qu'ils ne sont pas dans la même dynamique que les grands partis de la mouvance présidentielle. Et c'est de bon gré parce que... N'est-ce pas un jeu politique? Non, bon, on ne peut pas déjà... Moi, je dis, il ne faut pas toujours être pessimiste par rapport à certaines démarches qui sont, en tout cas, entreprises par rapport à un certain nombre de questions politiques. Je ne veux pas être pessimiste sur la question. Du moment où l'on constate que le cadre de concertation qui ne regroupe pas seulement les démocrates, qui regroupe également d'autres partis de l'opposition, ont émis le souhait. Et en y faisant attention, on comprend réellement qu'il y a mal donne au niveau du fichier et qu'il faut forcément faire un audit pour pouvoir voir tout ce qu'il y a comme insuffisance, tout ce qu'il faut corriger avant les prochaines élections. Parce que n'oublions pas, on a une élection générale en 2026. Donc, c'est plutôt très important de pouvoir faire cet audit-là parce que ce serait utilisé pour les élections générales. Donc, les élections générales, ce n'est pas seulement les élections présidentielles. Et donc, il y a matière à s'y intéresser parce que d'autres acteurs politiques pourront être désignés à partir de ce fichier-là. Et donc, ce n'est pas seulement l'apanage d'un parti seulement de la mouvance présidentielle, même s'ils se réclament de la mouvance présidentielle. Je pense qu'ils ont des chefs de partis, d'accord, à la tête de ces partis-là de la mouvance présidentielle. Et donc, parfois, les discussions qui sont en train d'être menées, parfois, peut-être le chef de l'État leur laisse la largesse de pouvoir quand même essayer de voir quelles discussions ils peuvent avoir entre eux d'abord, avant que lui-même ne puisse donner ses mots, ne puisse donner sa parole. Et donc, du coup, on constate que ces différents acteurs au niveau de ces grands partis politiques, ce sont eux qui sont en réalité, qui sont en réalité des animaux politiques qui ne veulent pas quand même essayer de comprendre la réalité et se mettre dans une position d'adversité par rapport à une réalité qui est générale, un constat qui est général. Et donc, il faudra à un moment donné que ces acteurs, au niveau des grands ensembles, des grands partis politiques, puissent réfléchir encore à la question pour voir est-ce que réellement la démarche qu'on est en train d'entreprendre, est-ce que c'est une démarche qui est uniquement politique? Est-ce que c'est une démarche que le cadre de concertation est en train d'entreprendre juste parce qu'ils ont des intérêts par rapport à l'audit de ce fichier-là? Non. Si eux, déjà, de leur position, ils sont calqués sur la position qu'ils ne veulent pas forcément, bien sûr, c'est vrai qu'ils sont en train de dire qu'ils n'ont jamais dit qu'ils ne doivent pas auditer le fichier. Mais déjà, quand les autres viennent, ont la bonne volonté de venir vers vous pour soumettre des points. Si vous n'êtes pas d'accord sur un certain nombre de points, soulignez-les.
et vous vous revoyez encore pour en discuter. Mais déjà, avec une position rigide, cela note déjà que vous êtes déjà contre toute initiative qui sera initiée dans ce cadre-là. Alors, dans ce cas de figure, ça montre déjà votre, en tout cas, votre antipathie par rapport à cette question-là. Et ce n'est pas bon pour l'animation de la vie politique, parce que ce fichier-là, ça concerne tous les Béninois. Ça ne concerne pas seulement les partis du Grand Ensemble, ça ne concerne pas seulement les partis de l'opposition, mais ça concerne tous les Béninois. Roland Tonné-Ikes, je vous repose la même question. N'est-ce pas un jeu politique, une manigance qu'on pourrait comprendre à travers cette position du gouvernement et la position stricte des partis de la mouvance, réclamant de la mouvance présidentielle? Qu'il vous souvienne que le chef de l'État a montré sa bonne foi sur les questions depuis 2019 ou depuis 2016. Et après, on a eu des oppositions au niveau des acteurs politiques, notamment de l'Assemblée nationale et autres. Et après, le chef rassemblant les opposants leur a dit, ce n'est pas moi, allez voir les députés. Ce n'est pas moi, allez voir ceux qui suggèrent des élections. Donc, pour vous dire que, oui, le chef montre sa bonne foi. Oui, le porte-parole du gouvernement a montré toute la bonne foi du gouvernement. Mais il faut y faire très attention. Parce que, qui est le chef? Le chef, c'est le chef des deux premières formations qui, à un moment donné, ont commencé par évoquer cette question de délai, sachant très bien qu'ils ne sont pas d'accord. En fait, ils ne veulent pas dire clairement les choses. On se cache derrière peut-être des tests pour dire qu'il faut respecter les tests, mais ils savent très bien sur à quoi ils jouent. Et donc, le chef va montrer sa bonne foi. Mais il revient aux acteurs maintenant de bloquer le processus à un moment donné. Et pour dire, le chef vous dira après, ce n'est pas lui. Le chef vous dira, ce n'est pas moi. Moi, j'ai eu de la bonne foi. Mon garde des Sceaux vous a rencontré, mon ministre de la Justice vous a rencontré. Et je suis prêt à mettre les moyens. Mais essayez de vous entendre avec les acteurs politiques. Et d'ailleurs, sachant très bien que même du côté de l'opposition, on a pu voir la démarche de Paul Rompé, qui a en même temps commencé par critiquer, en proposant lui à sa manière. On attend peut-être dans les prochains jours ce que dira Soumanou Toleba de FCDB. On attend ce que dira candidat Zanaï, qui peut-être peut appeler aussi à boycotter cette initiative de l'opposition du cadre de concertation pour dire ça ne répond à rien et que pas conséquent et qu'il ne faut pas les suivre, il faut laisser ça. Et puis après, vous allez voir, ça va être bloqué à un moment donné. C'est pourquoi je dis, oui, le chef peut être de bonne foi. Mais est-ce que sur toute la ligne, les acteurs qui soutiennent le chef seront de bonne foi? Est-ce que ceux qui soutiennent le chef ne seront pas en réalité le véritable obstacle pour l'audit de ce fichier électoral? Mais ce que je dis, je continue de le dire ce matin, quand on parle de fichier électoral, de liste électorale, écoutez, le travail à faire consiste à faire quoi? C'est du terre à terre. Moi, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de discours, autant de délais, autant de dates autour où on veut dire les choses autrement. Vous connaissez le nombre d'électeurs que vous avez appelés aux urnes en 2023, notamment Vesta Kadhafi a quand même mis à l'intérieur avec certificat de conformité par le passé. Il sait combien de Béninois ont été appelés aux urnes en 2023. Et puis après, nous quittons là, nous venons en 2026. J'ai dit, je répète encore, en fait, ça me fatigue parfois de lui dire la même chose, hein, mais je dis, 2023 question, il y a des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, et 17 ans, qui auront 18 ans, 19 ans et 20 ans en 2026. Quand on prend, c'est un travail informatique, c'est un ordinateur quand même, c'est une machine. Quand on tape, on peut déjà savoir le nombre d'enfants qui auront 18 ans, 19 ans, 20 ans en 2026. On ajoute au nombre là maintenant. Et puis après, on va extraire les morts. On va extraire peut-être, entre-temps, si sur l'autre liste, il y avait des mineurs, peut-être que les gens voient clair qu'il n'y a pas de mineurs. C'est tout le problème le travail à faire pour que nous soyons sûrs que toutes les formations ont chance égale, parce que ceux qui iront aux unes, il n'y aura pas de mineurs, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de gens en voyage, et des gens qui ont quitté le Bénin, mais qui sont encore sur la liste, qui vont voter. Il y a des gens qui ont déménagé, et puis peut-être ils vont encore voter, qui sont déjà à Natizengou depuis 2 ans, mais qui vont voter en 2026 à Cotonou. Il faut travailler à cela. C'est ce dont il est question. Et donc, si pour ce travail-là, on met autant de débats et qu'on s'oppose dans une certaine, j'estime qu'il y a peut-être un calendrier, et sachant très bien que les acteurs qui composent les systèmes, en tout cas les institutions en charge des élections, on connaît un peu chacun leur coloration politique à un moment donné. Écoutez, je n'invente rien en disant que Saka Lafia est de l'UP, le renouveau. Il est le président là-bas. Je n'invente rien en disant que Dorothée Sosa a participé au dialogue politique de 2010. On a vu ce qui s'est passé, pas 2010. Il a pas, en tout cas, 2020, je crois, c'est une fois erreur de ma part. Il a participé au dialogue politique, Dorothée Sosa. On les a vus à l'œuvre. Donc quand c'est comme ça, quand même, ici, il y a des choses à régler pour que les gens soient rassurés. Faites-le pour les rassurer. Bah, il n'y a rien de sorcier en cela. Je crois que le chef de l'État
montre sa bonne foi. On veut bien voir la suite, comment est-ce que ça va se faire. Est-ce que les acteurs politiques vont accompagner la bonne foi du chef de l'État, du gouvernement? Mais comme nous sommes sur un terrain politique, tout est permis et tout est possible. Et l'autre chose que moi je voudrais ajouter, Carole, j'avais dit tantôt que lorsque le cadre de concertation allait rencontrer les membres de l'UPR et qu'ils ont discuté, ils sont allés rencontrer également d'autres acteurs. Au fait, c'est pour pouvoir, la société civile pouvoir avoir un consensus autour de la question. Du travail. Mais si éventuellement... Mais la société civile est pour. Oui, mais c'est pourquoi je dis que si éventuellement les autres sont contre, cela ne va en rien arrêter le processus d'audit normalement. Ça n'arrête en rien le processus. Parce que c'est une demande qui a été formulée par le cadre de concertation par les membres de l'opposition. Et eux, ils prônent le respect de la loi. Et oui. dans ces lois-là, il y a des dates précises. Oui, mais et c'est ça qu'ils demandent de respecter. Mais c'est ça, au fait, la question. Quand, dans leur démarche, ils vont pouvoir évoluer, que le gouvernement va mettre les moyens à leur niveau, quand le blocage va se situer à un niveau, il faut qu'on comprenne en réalité qu'il faille alors reviser le code électoral. Il faut alors corriger le code électoral pour que ça soit en harmonie avec les aspirations, d'accord, avec toutes les inquiétudes qui sont soulevées par le cadre de concertation de l'opposition. Comme ça, ça va rassurer les citoyens à aller voter. Mais si tout n'a pas été fait de façon claire, les citoyens auront toujours cette résistance et le taux de représentativité au niveau de participation, au niveau des élections, ça sera faible. Et c'est le même problème qui a été constaté pendant les élections passées. Et il faut forcément corriger ce problème-là, sans pourquoi il y aura toujours de problèmes. En fait, il faut clairement comprendre le jeu de certains acteurs de la politique. Justement, c'est pour ça que je parlais de jeu politique. Oui, le problème, c'est que s'ils donnent leur accord à l'audit du fichier électoral, le délai qu'eux-mêmes sont en train de se lever, cela ramène alors à aller revoir le code électoral. Sachant très bien qu'ils sont très opposés. Ils sont opposés à la relecture du code électoral. Et juste une question de délai, juste pour ne pas rentrer dans le jeu, pour ne pas donner leur accord. Donc, du coup, c'est un jeu. En fait, tout est préparé minutieusement. Et malheureusement... Vous avez fini par sortir le mot jeu politique. Minutieusement, tout se déroule sous nos yeux. Et vous allez voir la fin, bizarrement, si les opposants aussi ne se prennent pas au sérieux véritablement, parce que... mais est-ce qu'ils ont de choix là? Non. Si à un moment donné, il faut faire la relecture du code électoral, ça veut dire que c'est au niveau de l'Assemblée que ça va se faire. Justement. Et du moment, on a besoin également de ces acteurs de la mouvance présidentielle qui sont en train de faire un mauvais jeu politique avec les acteurs de la concertation. Non, c'est un mauvais jeu politique parce que du coup, le problème est réel. Et tout le monde sent la nécessité de faire l'audit. Mais eux, ils se basent sur un aspect où cet aspect peut être corrigé. Et donc, ils n'évoquent même pas le fait que l'aspect qu'ils évoquent soit corrigé. Ils ne l'évoquent même pas. J'estime quelque chose de très clair. Et moi, ma position, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais je vais dire clairement les choses. Nous sommes sur un terrain politique et les gens là travaillent à mettre en place leur stratégie pour continuer à dribbler les opposants. Il revient aux opposants de se réveiller, d'ouvrir les yeux, de réfléchir, de préparer d'autres situations. Quelle alternative il y a à ce niveau-là? Nous sommes sur un terrain politique. À ce niveau, il faut faire la relecture du code électoral. Quelle alternative ils ont, puisqu'ils n'ont pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? Le problème, c'est que la dernière fois, la Cour constitutionnelle a fait un séminaire d'appropriation du code électoral. Cela suppose que véritablement, il n'y a peut-être pas de chance de revenir relire ce code électoral. Quand c'est comme ça, il y a toujours des moyens à réfléchir, à contourner les autres, pour les attendre peut-être sur d'autres carrefours. Plutôt que de rester là, parce qu'ils vont leur perdre le temps. Le problème, véritable problème, ce que vous voyez, nous, ceux qui se jouent là, ils vont leur perdre le temps. Ils leur font perdre le temps. Tout le temps, on va parler de, pas de consensus, on ne s'entend pas. Et puis, code électoral, on ne va pas réviser, on attend. Et puis après, on va se retrouver en octobre 2025. Et c'est fini. La CEDEAO est claire. 6 mois avant les élections, il n'y a rien à modifier. Vous subissez, vous avez les élections. Si vous faites l'erreur de boycotter, vous perdez. Vous perdez. Maintenant, si vous ne boycottez pas, parce que candidat Azanari viendra aussi faire sa déclaration, vous leur demandez de boycotter peut-être une dernière fois encore, avant que Patrice ne parte. Et donc, une erreur à ne pas commettre forcément. Et puis, s'ils font l'erreur de boycotter, ils n'auront même pas d'élu. Et puis après, là, il y aura... Après, c'est nous, la continuité. Justement, la Cour constitutionnelle ne fera que valider. Et je dis une chose. Quand il y a eu KO en 2021, on a tout fait de dénoncer un certain nombre de choses. Mais malheureusement, le taux de participation étant faible du côté des opposants qui sont les élections, notamment à Korhwe et à Gossa, et puis l'autre Rompé et, comment vous appelez? L'opposant modéré. Soumane, Toleba. Non, pas Toleba, le monsieur de Djougou, là. Bon. Gatteri, bon, c'est son sobriquet. Alors, donc, quand on a vu que les gens n'étaient pas intéressés parce que ne se retrouvant pas dans ces candidatures,
ceux qui soutiennent la mouvance sont majoritairement sortis pour aller voter pour le Patrice Talon. Et il a eu le chaos. Donc en 2026 également, c'est qu'on risque d'être face à une telle situation également où des opposants sortiront peut-être, vous avez vu la série qui peut vous mettre, ils viseront une avec des candidats qui ne représenteront rien pour les électeurs. Certains vont faire preuve d'abstention, certains iront voter malheureusement, peut-être comme ils le pensent, mais la mouvance ayant une dynamique, en tout cas un nombre assez constant qui vote pour elle depuis des années, ces électeurs vont sortir pour aller voter encore en masse et ils vont dire chaos. Et après, on va commencer par se plaindre, pleurnicher, mais alors ce serait trop tard. J'estime que les gens doivent maintenant réfléchir autrement. Si vous voyez déjà que la stratégie qui est mise en place, c'est aussi pour vous distraire un peu, réfléchissez autrement. Il y a certainement un moyen pour... De contourner le fichier? Pas le fichier. Il y a forcément un moyen de contourner toutes les stratégies politiques, de vous préparer, ne serait-ce que pour espérer avoir des élus en 2026. Parce que la mouvance est claire sur le schéma. Regardez 2016. Boni Yayi était sûr de gagner les élections avec Zissou. Mais c'est sans compter avec ce qui allait se passer. Et la mouvance qui est ici, qui est là maintenant, c'est les gens qui sont mieux préparés que la mouvance de Boni Yayi en 2016. Et qui savent très bien que s'ils se laissent faire, ça va être fatal pour eux. Et ils ne vont pas se laisser faire. Quand c'est comme ça, réfléchissez autrement. Merci. Nous allons poursuivre avec Matin Libre qui titre « Tension quant à la collecte de la patente en fin d'année. Il faut recadrer certains acteurs collecteurs. » Voilà. Oui, je crois que certains agents collecteurs font du bord, font de la pagaille sur le terrain. On vous envoie pour collecter la patente et puis après, soit certains parmi eux négocient, mettre l'argent dans leur poche, ou alors c'est carrément pour faire du chantage aux dames, aux usagers, en tout cas à ces personnes qui ont leur boutique aux abords de nos voies et autres. Et depuis des années, ça dure comme ça. D'abord, il y en a même parfois qui prélèvent les tasses et qui ne déclarent même pas. Qui négocient même avec les bonnes dames. Oui, qui ne déclarent même pas. Et puis après, qu'est-ce que vous constatez? C'est une autre équipe qui vient vous demander de sortir les reçus. Vous sortez les reçus, c'est peut-être des reçus qui n'existent pas. Ou alors, ils vous prennent l'argent, ils ne vous font pas de reçus. Et vous-même, vous êtes... En fait, c'est ça aussi. Hein. Dans cette affaire, tout le monde doit être sanctionné. Et le corrompu, et le corrupteur. Le corrupteur, c'est celle-là, ou celui-là qui n'a pas voulu faire les choses normalement, et qui se laisse corrompre, qui prend la décision de corrompre l'argent qui vient. Parce que si vous allez payer les choses régulièrement, parce qu'on dit qu'on a besoin d'argent dans nos caisses, notamment les collectivités locales, on a besoin d'argent pour faire un certain nombre de choses. Et vous ne voulez pas payer à temps, vous ne voulez pas respecter, et puis c'est le dernier jour, en décembre, quand les gens viennent maintenant, que vous voulez négocier et payer sur les 12 000, peut-être vous payez 6 000 francs, et puis vous entendez, et ils ferment les yeux sur ça. Après, quand quelqu'un d'autre vient vous dire, mais il y a à peine 3 mois, j'ai ouvert, hein, je n'étais pas là, des choses comme ça. Je crois que dans cette affaire, autant on sanctionne les agents collecteurs, autant il faut maintenant commencer par détecter ces personnes-là qui corrompent aussi les agents collecteurs et les sanctionner également. Parce qu'on a besoin de mobiliser les ressources pour notre pays. Et si ça doit commencer ces petits jeux, continuer ces petits jeux-là, quand est-ce qu'on aura les moyens? Parce qu'aujourd'hui, hein, c'est parce qu'on n'a pas les moyens que chaque fois on fait un emprunt obligataire. Et ça, c'est des dettes qu'on doit, c'est de l'argent qu'on doit aux gens hein, sur les années. Donc si on avait de l'argent, on peut faire des choses autrement et on serait épargné des emprunts obligataires hebdomadaires ou bien mensuels, si vous voulez. Ça pourrait nous aider pour la génération future. Marc Goudjanou. Je pense que le problème qui est soulevé à ce niveau ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Généralement, on constate déjà que vers la fin de l'année, il y a déjà le service des impôts qui envoie ses agents sur le terrain pour pouvoir essayer de faire solder les dus qui sont au niveau du fisc. Et hormis ça, il y a également les agents de la mairie qui également sont sur le terrain pour pouvoir collecter les taxes. Donc ça fait généralement une double activité qui s'observe en cette période de fin d'année, où d'une part les agents de la mairie sont sur le terrain pour pouvoir recueillir les droits de place et autres, et il y a les agents du service des impôts qui vont également sur le terrain pour pouvoir... Voilà. Donc ce qui est observé, c'est que la plupart du temps, il faut remarquer que nous sommes dans un climat où il y a la morosité économique. Les bonnes dames ou les tenanciers de boutiques et autres ont des difficultés à vendre aujourd'hui.
Et tout, c'est un constat général qui est fait sur le territoire national. Alors, au niveau des taxes d'imposition qui sont en tout cas déployées au niveau de chaque boutique ou au niveau de chaque commerçant, il faille quand même revoir les prix pour ces acteurs-là, parce que c'est très difficile lorsque vous n'arrivez pas à vendre assez, de pouvoir essayer de payer la totalité. Mais il faut remarquer que dans le même contexte, il y a certains tenanciers de boutiques et d'agences qui ont cette mauvaise volonté de ne pas vouloir payer les taxes d'impôt. Et donc cela est vraiment dommage, puisqu'on a besoin de ces fonds pour pouvoir construire les routes, pour pouvoir construire les hôpitaux, toutes les infrastructures qu'il faut quand même pour l'épanouissement des populations. Et donc cela participe à ce que chaque acteur puisse contribuer d'une façon ou d'une autre à cette taxe-là. Et au cours de l'année, ce que moi je dis généralement, c'est comme un responsable, d'accord, d'un organe qui me dit, bon, moi je dois payer les impôts, déjà ils sont en train de me lancer vers la fin d'année, je dois beaucoup. Mais vous avez eu de janvier jusqu'en décembre. De janvier jusqu'en décembre. Or, le taxe à payer est annuel. La taxe à payer, c'est annuel. Donc, lorsque vous devez payer une taxe qui est annuelle, ça veut dire de janvier jusqu'à décembre, vous avez déjà la possibilité d'échelonner le paiement. Et même le directeur des impôts est sorti plusieurs fois pour dire aux populations qu'ils peuvent déjà payer par tranche. Et j'ai constaté que même que récemment, il paraît que pour ceux qui doivent payer bon, c'est unique, je pense que c'est uniquement localisé au niveau des tasses des fonciers et la taxe sur le foncier, où il faut déjà, lorsque le citoyen présente son IFU, il est exempté des taux de pénalité. Donc, c'est déjà des avancées. Et donc, si tout est expliqué, que vous connaissez tout le processus, s'ils avaient la bonne volonté de payer au moins une partie de ce qu'ils devaient, même quand les agents collecteurs viendront, ils pourront constater qu'au moins celui-ci, il a la bonne volonté, il paie déjà. Donc ça veut dire qu'il reste seulement ce qu'il sonne. Parfois, c'est ceux qui ne paient totalement rien. Et même à l'avenir, au lieu de peut-être négocier pour dire, OK, je dois peut-être 50 000 aux impôts, je veux payer, j'ai 20 000 dedans que je vais payer aujourd'hui. Et donc, parfois, ils comprennent et ils prennent ça. Mais certains ont la mauvaise volonté. Ils ne veulent pas du tout payer. Et à l'approche, il y a, vous savez, hein, au Bénin, dès qu'on prend une rue, on annonce déjà aux autres que les agents sont déjà rentrés dans la rue et ils commencent déjà à fermer. Les autres commencent à fermer leur boutique, ignorant que ceux qui viennent faire l'opération sont des Béninois comme eux. Ils connaissent déjà le système, ils savent comment il fonctionne. Et donc, quand ils arrivent, ils mettent le cadenas sur votre boutique et là, les tractations commencent. Donc, il faut forcément aller à la négociation, essayer de discuter avec les agents et de payer et d'exiger surtout les reçus. Il faut exiger les reçus. Parce que c'est important, là, vous saurez que l'argent, vous remettez à une traçabilité. Voilà. Ça va dans la caisse de l'État. Et lorsque vous ne prenez pas de reçu et que vous négociez et que vous donnez quelque chose, attendez-vous peut-être forcément que même avant la fin de cette année, qu'une autre équipe repasse pour pouvoir faire la vérification. Et lorsqu'ils vont constater, c'est vous qui perdez. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir forcément soudoyer les agents de la même façon. Vous-même, vous serez pénalisé par la suite parce que lorsqu'il y aura encore un contrôle qui sera fait, vous serez obligé de payer doublement. Moi, j'estime que la question de morosité soulevée par Marc, oui, c'est vrai qu'il y a la morosité. C'est effectif, il y a la morosité économique, mais au-delà de la morosité économique, c'est parce qu'il y a la morosité économique qu'il faut se permettre une certaine liberté dans une certaine mesure. Écoutez, vous devez payer 12 000 francs par an. Et les gens viennent chez vous, parce que vous ne voulez pas payer les 12 000 francs, vous donnez 2 000 francs. Ou ils sont 3, ils vous disent non, c'est pas bon, il faut aller à 3 000 parce qu'on est 3. Vous donnez 3 000 francs. Une autre équipe revient, parce que quand ils vont quitter, parfois ils se passent l'information. Ils envoient encore d'autres éléments qui viennent encore vous mettre la pression, vous faire du chantage, et vous donnez encore 2 000 francs. Ça va être 5 000 francs que vous donnez en l'air. Quand vous ferez le contrôle, on voudra vous fermer, il va falloir payer les 12 000 francs. Je pense que les gens doivent pouvoir être suffisamment, on doit pouvoir suffisamment éduquer les gens pour leur dire. Il vaut mieux payer réglementairement plutôt que de vouloir faire les jeux de couloir là. Parce que c'est les agents qui viennent, qui prennent l'argent et qui s'enrichissent sur le dos de nos collectivités locales ou bien de l'État. Ils font leur jeu. Et c'est parce que vous leur permettez, vous ne leur permettez. Si vous refusez de payer, que vous allez payer régulièrement à la caisse et que vous avez votre reçu, personne ne viendra vous faire du chantage. Quand quelqu'un vient vous faire du chantage, vous pouvez même interpeller la personne, demander à ce qu'on interpelle la personne. Donc j'estime qu'il faut suffisamment demander aux gens. Et d'ailleurs, même pour les impôts, écoutez, aujourd'hui, quand même vous devez de l'argent aux impôts, à la fin de l'année, vous pouvez décider de payer une partie. Quand vous voulez une attestation fiscale, vous payez une partie.
Et on vous donne l'attestation fiscale et après, vous donnez un échéancier pour payer le reste. Donc, j'estime que les gens doivent pouvoir davantage faire très attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Parce qu'après, tôt ou tard, vous payez tout. Alors que vous avez déjà gaspillé. Et c'est un peu comme les gens qui viennent chez nous, parfois, ils veulent couper le courant. Vous avez peut-être une facture de 12 000 à payer. Vous n'avez pas payé, attends, le gars vient chez vous. Vous donnez 2 000 Vous donnez 2 000 francs. Et puis après, le gars revient encore. Et vous allez payer les 12 000. C'est mieux de le laisser couper et puis vous courez dans la journée pour trouver l'argent de la facture. Non, mais ce que nous oublions parfois, même pour les factures d'électricité et autres, là, parfois quand vous avez 10 000 francs à payer, si vous avez 8 000 francs, vous pouvez aller payer. Ah bon? Oui, vous allez payer une partie de ce que vous devez. Ouais. Là, on sait que celui-là a envie de payer. Mais vous ne payez rien. Le gars vient chez vous 2 fois, vous donnez 2 000 francs 2 fois, sur 12 000 francs. Et après, vous payez encore 12 000 francs, ça fait 16 000 francs. Le pire, c'est que vous ne trouvez pas à payer dans le temps. Il vient couper, ça fait 3 500 de pénalité, plus 12 000 francs, ça fait 15 000 francs, plus de 4 000, ça fait 19 000 et quelques. Donc, nous devons davantage, nous-mêmes, là, nous sensibiliser sur la question pour dire quand vous devez aussi, au niveau de la SBD, allez à la SBD n'a jamais payé, refusez qu'on paye une partie de ce qu'on doit. Beaucoup n'ont peut-être pas cette information. On n'a pas cette information. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises que je dois des factures de 12 000, de 20 000. Vous m'en informez sur ce plateau. Je vais à la SBD, je paye 15 000 francs d'abord. C'est une facture de 25 000. Mais vous allez vous payez ça d'abord et vous revenez. Après, vous allez payer le reste. Pour la SONEB aussi, c'est pareil. C'est pareil. Donc, beaucoup n'ont pas cette information. Et les agents viennent chez vous, vous les donnent 1 000 francs, 1 000 francs, 1 000 francs. Et finalement, parfois, vous dépassez même le montant de la facture. Avis donc à la population béninoise. Nous allons poursuivre. Il y a le grand jury qui titre ce matin « Bavure douanière à Zovey conduisant à une intervention chirurgicale d'un maçon de 24 ans au CNHU. La promptitude du colonel Nestor Degila a payé. » Oui, je crois que certains agents font leur travail. Il y a certains agents qui veulent à tout prix poursuivre les usagers ou les citoyens parce que les autres ne sont pas, ils sont pas en règle dans certaines mesures. Tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin, à travers la plaque, on peut remonter au propriétaire du véhicule? Le problème que vous soulevez, c'est assez intéressant, mais je vous dis une chose. C'est vrai que nous sommes à l'ère de la dématérialisation au Bénin. Qu'il vous souvienne qu'une dame s'en est allée. Oui. Aujourd'hui. Oui, à Sémékodi. C'est triste. Le problème, c'est que, Carole Laye, nous sommes à l'ère de la dématérialisation. Mais est-ce qu'à l'heure où nous parlons là, quand la police ou la douane prend l'immatriculation de votre véhicule en même temps, est-ce que la police a un système informatique chez elle? Aujourd'hui, il y a une traçabilité. Non, ce que vous dites là, c'est ce qui devrait être. Mais est-ce que dans les faits, c'est concret, c'est comme ça? Mais justement, réalité, les autorités à divers niveaux doivent repenser la question. C'est un problème de société. C'est ce que je vous dis. Normalement, l'ANAC doit travailler en parfaite symbiose avec la douane et la police. Dès lors qu'on relève, on constate que Magoudjanou passe au carrefour sans respecter le feu et que le policier là prend l'immatriculation à voir au commissariat automatiquement. Dans la base de données, on tape, on connaît son nom, on connaît son numéro. Et on connaît sa maison. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est ça? C'est ce qui devait être. Mais ce n'est pas encore ça. On tend vers ça. Et je souhaite que les autorités travaillent à cela pour que le fichier des immatriculations soit versé à la police, soit versé à la douane. Et là, qu'on ne soit pas là à voir encore des policiers courir derrière des gens dans la circulation. Que les policiers et les douaniers soient en train de courir derrière les gens au point de se retrouver dans les bois bas-fonds parfois, se noyer, malheureusement parfois, ou bien créer des accidents. Dès lors que quelqu'un passe, le policier tout peinard prend l'immatriculation, appelle la base du commissariat, envoie l'immatriculation, et on regarde, puis on a son nom, son numéro, et on se tait. On l'attend, peut-être quand il va finir Eden TV, on l'attend peut-être au carrefour, au supermarché du pont, et on le chope. Donc, en réalité, ou bien on sait que déjà, bon, c'est Magoudjanou, il doit être à Eden TV à 8h là. Bon, on attend au portail d'Eden TV à 8h, à 9h30. Et il sort le shop. Parce qu'on a l'immatriculation, on a tout sur lui, on connaît moins ce qu'il fait et le travail qu'il fait, où est-ce qu'il peut être à l'heure là. Juste pour le feu violet. Pourquoi pas? Non, on ne peut pas interpeller pour ça. Quand vous faites ça, on ne peut pas interpeller pour ça. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. C'est une faute. Oui, c'est une faute. Vous pouvez créer un accident en faisant ça. Non, on n'en disconvient pas. Mais la façon dont vous dites, la loi ne le prévoit pas. Non, c'est une manière de parler. La de la loi ne le prévoit pas. Vous avez peur. Non, je n'ai pas peur. Je voudrais vous savez que c'est une manière de parler pour dire oui, en réalité. Il y a le problème. Mais par rapport à la situation qui s'est produite, moi, je dénomme plusieurs irrégularités.
Et la douane a constaté qu'elle est fautive. Et c'est pourquoi ça a pris en charge. Et c'est pour ça qu'ils ont entamé les démarches déjà pour que le patient ne meure pas. Oui, tout à fait. Voilà. Pourquoi? Parce que on dit, la personne est en train de rouler, vous voulez l'intercepter, vous êtes derrière elle, d'accord? Vous avez un véhicule. L'autre est dans son véhicule, vous êtes dans votre véhicule. Mieux, le véhicule qu'ils avaient gardé n'était pas estampillé de la douane béninoise. Ils avaient une A26. Et généralement, je vois les véhicules de la douane. La 26, là, généralement, c'est les véhicules qu'utilisent les particuliers. Oui. Je ne pense pas que la douane puisse avoir dans son garage, là, des véhicules. C'est les 4x4. Merci, exactement. Et donc, c'est banalisé en réalité. Donc, ça veut dire que celui qui est poursuivi n'arrive même pas à identifier que ceux qui sont dans le véhicule sont en uniforme et que ce sont des agents. Alors que vous savez que dans cette période-là, il y a des enlèvements qui se font. Tout à fait. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui disparaissent, qui ne sont pas retrouvés. Et donc, du coup, peut-être la personne, puisque l'argument qui a été servi par le frère de la victime était qu'ils étaient en train de rouler pour pouvoir trouver une zone plus sécurisante afin de garer. Oui. Et donc, ils étaient en train de les poursuivre. Mais je ne comprends même pas qu'est-ce qui justifie qu'on puisse encore utiliser l'AK-47, d'accord, fusil de pointe pour pouvoir tirer sur les éléments, alors qu'on n'arrive même pas à identifier, ils n'arrivent même pas à déterminer en réalité le danger. Quel danger ils représentaient généralement pour qu'on puisse utiliser l'arme sur eux. Et là, maintenant, il y a eu des dégâts. Et on constate également cette bavure qui vient d'être dénoncée, qui devient encore une bavure de plus. Que ce soit au niveau de la police républicaine qu'au niveau de la douane. Donc, je pense qu'il y a une question de méthodologie. Et c'est les plus faibles qui sont lésés. Il y a une question de méthodologie qui n'est pas respectée au niveau de chacune de ces institutions-là. Parce que si la méthodologie était respectée, ils pourraient même rouler et obliger, d'accord, le véhicule à s'arrêter. Et la dernière mesure, c'est pas comme si ils avaient commis une infraction ou bien c'était des criminels où il fallait forcément tirer sur eux. Ou bien c'était pas comme si la victime avait de leur côté brandi des armes contre eux ou bien avait tiré contre eux. Et en riposte maintenant, ils ont riposté en tirant sur eux. Donc cela pose un problème. On ne peut pas prendre le fusil de service pour tirer, l'arme de service pour tirer n'importe comment sur des citoyens qui sont également des Béninois. Et même si c'était des étrangers, ils ont des droits. Et ces droits doivent être respectés. Il faudrait quand même discipliner les agents au niveau pas seulement de la douane, mais de toutes les structures au niveau de notre armée, au niveau de la police, au niveau des eaux et forêts, au niveau de la douane, et tous ceux qui ont en charge la protection du peuple. Et je pense que c'est vraiment dommage, parce qu'on parle de la vie humaine et on ne peut pas à chaque fois... Apparemment, ça ne leur dit rien. Exactement, on ne peut pas laisser à chaque fois les agents utiliser. Alors qu'il y a c'est comme si, par exemple, on veut interpeller. Laurent évoquait la situation. Le citoyen brûle le feu. D'accord? Vous êtes au poste et vous avez constaté qu'il a brûlé le feu. Il y a des motos à 2 roues que vous prenez, par exemple, pour poursuivre l'usager pour l'arrêter. Je n'en disconviens pas. D'accord? Mais lorsque vous n'arrivez pas à l'immobiliser, qu'est-ce qui peut justifier le fait que vous allez sortir l'arme pour tirer sur ou le poursuivre même? Et on a vu, même avec la répression des casses dans ce pays, en temps où les policiers étaient prêts à poursuivre les usagers jusqu'au dernier retranchement, jusqu'à ce qu'ils perdent leur vie. Est-ce que c'est ce qu'on leur enseigne au niveau d'humanisme dans l'exercice de leur fonction? Je crois que oui, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup d'irrégularités. Il y a des erreurs qui sont régulièrement faites par les efforts de défense et de sécurité, notamment la police et la douane. Parce que malheureusement, c'est vrai que la gendarmerie n'est plus de cité, on n'a pas de police républicaine aujourd'hui. Et donc, on constate que c'est les deux-là qui beaucoup plus font ces erreurs-là en poursuivant à tout prix, à vouloir à tout prix interpeller les gens. Et ça crée beaucoup de dommages pour la population. J'estime qu'aujourd'hui, il faut maintenant que les gouvernants réfléchissent autrement pour voir quelle est la mesure à prendre pour limiter les dégâts. Parce que, quand on ne veuille pas, il y aura toujours des brebis galeuses qui vont se permettre. Et Mac l'a soulevé. C'est parce que le colonel Dedjila, dont on parle à la une du journal ce matin, c'est parce qu'ils ont compris que ça pourrait prendre une autre tenue, qu'automatiquement ils ont mis les moyens même perdre son poste. En prenant en charge les frais. Et puis après, on parle de lui comme si en fait il est un héros. Voilà. Donc moi j'estime véritablement que... Comme si c'était le Robin des Bois. Oui, donc il faut que les gens comprennent véritablement qu'il y a matière à revoir la manière dont
la police fonctionne dans bien des cas, la manière dont la douane fonctionne dans des cas précis. Surtout qu'à la fin de l'année maintenant, certains vont être poursuivis pour question de contrebande, notamment ceux qui vont aller acheter au Nigeria pour venir vendre au Bénin. Vous allez voir peut-être, et c'est dans cette période souvent, hein, il y a beaucoup de poursuites de la douane, juste dans les bas-fonds de Saint-Podi, Djefa, Ekpe et autres là, et même au niveau sur le lac, on pourchasse avec la barque, certaines choses. La police fluviale aussi fait son show là-bas également. Mais je pense qu'il faut que les gens soient davantage sensibilisés pour dire. Dès lors que le citoyen déjà vous voit même et a peur, ça veut dire que réellement le citoyen vous respecte. La personne sait qu'elle est en erreur et vous voit qu'on ne se pas voir peur, qu'on ne se pas fuir. C'est-à-dire normal, c'est-à-dire clair que oui, bon, psychologiquement, vous comprenez que oui. Maintenant, si vous avez la possibilité de l'immobiliser, vous le faites dans les règles de l'art. Mais si vous n'avez pas la possibilité, peut-être chopez-le une autre fois, vous pouvez l'intercepter. Merci Roland. Et je pense qu'il faut les sanctionner, hein, parce que tel qu'on l'a vu avec la bavure policière qui s'est passée avec Faisal à Parakou, et je pense qu'il faut également sanctionner ces douaniers-là qui ont la gâchette facile. Justement. Parce qu'ils ont en face des vies humaines. Et ces gens ont des familles, ils ont des enfants qui comptent sur eux, ils ont des femmes qui comptent sur eux. Et donc, on ne pourrait pas, à tout bout de champ, tirer. Et puis, la dernière fois, la justice a tranché en faveur du douanier qui a tué la dame de Sémé-là. C'est là que c'est bien triste. Ce n'est pas en prenant en charge le patient au niveau du CNHU qui dédouane le fait qu'on doit sanctionner tous les acteurs à divers niveaux, même au niveau du directeur départemental également. Tout le monde doit y passer. C'est quand même des vies humaines. C'est quand même des vies humaines. Et il faut un minimum d'humanisme de la part de ces agents-là. Non, sincèrement, il faille le dire clairement sur ce plateau. Le directeur de la départementale de la douane, je suis d'accord avec vous, mais écoutez, normalement, en réalité, il ne devait pas attendre qu'on les sanctionne. Vous voulez recommencer encore? Il devait démissionner. D'ailleurs, avec la bavure de Faisal, les gens ont dénoncé que le ministre de l'Intérieur ou le DG de la police républicaine devrait démissionner. En temps normal. Parce que c'est une question. Et ce n'est pas la première fois en réalité. Ça se passe plusieurs fois. Écoutez, ne rêvons pas. La seule chose qu'il faut demander, demandons à nos frères et sœurs de la douane, de la police. Parfois, quand vous êtes dans une situation où vous êtes en face de nous, considérez-nous comme vos frères et sœurs. Justement. Et faites attention, parce qu'après tout, quand vous faites des erreurs comme ça, c'est vous seuls qui payez. Le directeur sera dans son bureau vautré, le ministre sera dans son bureau bien protégé par les gars du corps, en tout cas, transporté en convoi tous les jours, mais vous allez payer. Et donc, faites attention, nous vous aimons, nous n'avons rien contre vous, faites bien votre travail en respectant vos frères et sœurs béninois. Merci Roland Toneikes, merci Marc Goudjanou pour toutes ces différentes lectures, des informations qui marquent l'actualité en ce début de la semaine, ce premier jour de la semaine.